Mesdames et messieurs, bonsoir. Jeudi 16 juin 2022, mardi 21 juin 2022 et jeudi 30 juin 2022, trois dates auxquelles la ville d'Abidjan se réveille les pieds dans l'eau avec la triste nouvelle de mort d'hommes suite à des éboulements. On pourrait étendre cette énumération funeste sur les années passées, mais arrêtons-nous là. Pourquoi l'eau, source de vie, est cause de désolation? Pourquoi les zones à risque sont-elles toujours habitées? Comment faire appliquer les mesures prises par le gouvernement en matière de sécurité? Y a-t-il de quoi espérer un lendemain plus ensoleillé, entre guillemets, en saison des pluies? Deux membres du gouvernement sur ce plateau spécial pour faire le tour de la problématique du déguerpissement des zones à risque. Bouaké Fofana, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, et Miss Belmondo Dogo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Koné. Monsieur le ministre, il a encore plu aujourd'hui. Oui. La ville a été arrosée. Oui. Est-ce qu'il y a eu de tristes nouvelles? Pour l'instant, fort heureusement, pas encore. Tant mieux. Tant mieux, oui. Alors, nous allons situer le contexte de cette émission à travers cet élément sur les dégâts causés par la pluie et la perception des Ivoiriens sur les travaux effectués par le gouvernement. Reportage de Guedro et Seydou Ouattara. Voici le film de désolation laissé par endroits par ces intempéries diluviennes durant cette période. Les pluies d'Uri qui se déversent sur Abidjan sèment la désolation. Le mois de juin et de juillet sont naturellement des périodes d'intenses pluies en Côte d'Ivoire. C'est des phénomènes naturels auxquels nous assistons. Et il faut reconnaître que le gouvernement a fait d'énormes investissements en matière d'assainissement et d'aménagement. Malgré ces efforts, les effets des pluies sont souvent irrésistibles. Ce qu'il convient de faire, c'est que certaines zones à risque ont été identifiées. Et je pense que nos parents qui vivent dans ces zones n'ont pas l'expertise nécessaire pour comprendre les risques qu'ils courent. Les véritables causes de ces dégâts sont quasiment causées par le comportement même de nous-mêmes, les Ivoiriens, je veux dire de la population. Et c'est de demander à ces populations de ne plus verser les ordures dans les caniveaux, parce que déjà, il n'y a pas suffisamment de caniveaux dans les quartiers. Il y a le problème d'urbanisation actuellement, dont Abidjan fait l'objet, et ce qui engendre vraiment beaucoup de fermetures encore des caniveaux qui sont présentement ouverts. Et si nous déversons des ordures dans ces caniveaux, cela veut dire que ces caniveaux seront toujours bouchés. Et une fois les canalisations sont bouchées, en cas de pluie, c'est tout à fait normal qu'il y ait inondation. Et quand il y a inondation, il y a des morts. Malgré d'importants ouvrages d'assainissement réalisés dans le district autonome d'Abidjan afin de préserver la vie des populations contre les menaces liées aux inondations, force est de constater que les pluies torrentielles suivies d'inondations dévastatrices viennent tout chambouler chaque année. L'État fait beaucoup en termes d'assainissement, en termes de construction routière. Mais vous savez que souvent on est dépassé par la nature parce que l'eau, c'est un phénomène de l'eau, de Dieu. Et comme vous le voyez souvent, on a des pluies décennales, des pluies qui sont exceptionnelles. Et je pense que les pluies que nous avons cette année sont un peu exceptionnelles. Mais comme vous le savez, dans tout assainissement, il faut faire en sorte que les populations, les travaux qui se font aujourd'hui, c'est de mettre un peu hors eau les lieux d'habitation. Comme vous le savez, il y a des lieux qui sont réservés à l'eau. Et
il y a des compatriotes qui vont s'installer dans ces sites qu'on appelle les bassins d'orage. Donc il faut que nos compatriotes évitent d'abord ces lieux à risque, ces lieux qui ne sont pas appropriés pour être habités. La sensibilisation a commencé depuis belle lurette, bon moment. Mais les gens continuent de s'entêter. Le ministère du Logement, de revoir son plan directeur. Il ne peut pas avoir deux lotissements sur un site, non. Quand c'est loti, c'est loti. Le coin qui n'est pas loti là, dégagez les gens. Prenons nos responsabilités avant qu'il soit trop tard. Si on prend nos responsabilités, il n'y aura pas de perte de vie humaine. L'urbanisation galopante, elle est bien réelle, mais c'est d'étendre la capitale vers d'autres horizons. Soit Yamoussoukro ou bien Bouaké, c'est encore mieux pour amorcer tous ces flux migratoires qui s'imposent à nous. Le gouvernement appelle la belle population de notre nation à quitter les zones à risque. On peut acheter une maison, on peut perdre une maison et racheter, on peut perdre du matériel et racheter, mais on ne peut pas acheter ou remplacer une vie humaine. Sans oublier les dégâts matériels et des familles à la rue. L'eau et la boue ont presque tout détruit sur les passages. Voilà, il faut rappeler que, chers téléspectateurs, vous pouvez participer à cette émission en posant vos préoccupations à travers le code QR qui va s'afficher donc au bas de votre écran. Monsieur le ministre, depuis 2 semaines, on a enregistré quand même pas mal de dégâts. Oui. Il y a eu des pertes en vie humaine. Est-ce que vous pouvez nous faire le point complet à ce jour des dégâts qui ont été enregistrés et causés par la pluie? Avant de commencer, je voudrais en tout cas remercier la RTI de nous donner l'occasion, ma collègue et moi-même, de parler de ces questions, de ces drames. Et avant de commencer, je voudrais donc renouveler les condoléances du gouvernement et les miennes aux familles qui ont été endeuillées, exprimer également notre compassion aux blessés et à toutes les victimes de dégâts matériels. Oui, effectivement, il y a eu, au jour d'aujourd'hui, selon les dernières informations qui nous ont été fournies par l'Office national de protection civile, nous enregistrons un total de 30 décès survenus. Alors, on dit que c'est survenu lié aux inondations, mais c'est survenu en saison de pluie, disons globalement, et dont 25 dans le Grand Abidjan et 5 à l'intérieur du pays. Ce qu'il faut dire sur ces 25 décès survenus à Abidjan, plus de la moitié est due à des éboulements, à des glissements de terrain. Alors, ces glissements de terrain arrivent dans les zones que nous avons classées comme des zones à risque. C'est pour cela d'ailleurs qu'ensemble, avec tous les autres partenaires, avec les communes, avec l'Office national de protection civile, le BNET, l'ONAD, nous avons donc identifié ces zones à risque et sensibilisé les personnes qui y habitent sur les dangers à vivre dans ces zones. Et donc nous avons encouragé à partir de ces zones avant les grosses pluies. D'accord, 30 décès, c'est quand même considérable. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui. Et en termes de dégâts matériels, qu'est-ce que vous avez pu enregistrer? Il y a beaucoup de dégâts matériels, beaucoup de logements qui ont été inondés. C'est quand même impressionnant. Ma collègue et moi, plus le ministre de l'Intérieur, nous étions à Bingerville après l'avant-dernière grande pluie. Une cité comme la cité CIE à Bingerville est une cité construite de façon définitive. C'est des belles propriétés, c'est des duplex, tout cela a quand même été inondé. Et cela veut dire une zone à risque? Ce n'est pas une zone, ce n'est pas classé en tant que tel comme zone à risque. Ce que je voudrais dire, c'est que selon les informations que nous avons reçues de la Sodexam, ces 3 journées que vous avez relevées, nous sommes dans une situation de pluie exceptionnelle. Donc c'est vraiment des cas de catastrophe. On n'est plus dans une pluie normale. Et vous voyez, quand nous sommes allés à Bingerville, on a rencontré un monsieur qui est l'imam de la mosquée de ce quartier-là, qu'on appelle Sans Loi. Il avait perdu sa fille à la suite de la pluie.
Il nous a dit comme ça, oui, ça fait 50 ans que je vis ici, je n'ai jamais vu une pluie pareille. Donc nous sommes dans une situation de pluie exceptionnelle. Et la SODEXAM nous dit qu'aujourd'hui, ils ont enregistré entre 15 et 20% plus de précipitations qu'au cours de la moyenne des 30 dernières années. Ça veut dire que depuis 1992 jusqu'à maintenant, on fait la moyenne des pluies. Nous sommes déjà à la fin juin, on a connu 15 à 20% en plus de précipitations. Et la SODEXAM, la météorologie, considère que le seuil d'alerte, c'est 50 mm de précipitations en 12 heures. Au cours de ces 3 journées, nous avons dépassé quelquefois 200 mm sur 3 jours. Donc, quand on a des précipitations de cette nature, on n'est plus dans une situation normale, on est en situation vraiment d'exception et de catastrophe. Des crises. Quel que soit le pays où vous êtes, quand vous avez plus de 200 mm en 48 heures, 72 heures, vous avez forcément des inondations. D'accord. Miss Belmonde Dogo, vous êtes ministre de la lutte contre la pauvreté, de la solidarité de la lutte contre la pauvreté. Comment on se sent quand à chaque saison des pluies, votre département doit sacrifier à cette démarche de consolation des familles éplorées? Je commencerai par m'incliner devant la mémoire des personnes décédées, présenter à nouveau la compassion du gouvernement et dire un prompt rétablissement aux personnes blessées. Nous apportons la compassion du gouvernement, mais avec grande tristesse, parce que pour le gouvernement, la vocation première du gouvernement, c'est le bien-être des populations, surtout notre département. Nous avons en charge la solidarité. Notre rôle est de renforcer les liens de solidarité entre les communautés vivant en Côte d'Ivoire, entre les Ivoiriens. Et lorsque nous nous retrouvons face à un deuil, c'est comme ça que je l'appellerais un deuil, mais un deuil dû aux intempéries, c'est toujours avec une tristesse. Et nous en ressortons le cœur brisé. Quand je prends le village Ngoronkoa, où un homme a perdu ses 4 enfants en une nuit. Le site, rien qu'à voir le site, on se pose des questions. Comment peut-on habiter dans un pareil endroit? Ça, c'était la première question que nous sommes tous posés. Il a perdu ses 4 enfants. Et face à cette grande tristesse, nous n'avons pas de mots. C'est vrai, nous apportons la compassion du gouvernement, mais nous aimons à le dire, une vie reste une vie. Et nous voulons avoir des Ivoiriens en vie, bien portants pour faire ensemble la marche vers cette Côte d'Ivoire solidaire, que d'avoir tout le mois de juin et de juillet à dire des Yako. Alors, Monsieur le ministre, malheureusement, cette année encore, on déplore des morts face à la pluviométrie abondante qui a été annoncée. Pourtant, plusieurs travaux d'aménagement ont été effectués. Est-ce que vous pouvez nous en faire le point? Oui, beaucoup de travaux ont été effectués, beaucoup de travaux sont en cours et il y a beaucoup de travaux qui sont prévus. Mais je voudrais insister encore une fois sur le fait que nous sommes en face d'une saison exceptionnelle, de pluie exceptionnelle. Mesures exceptionnelles. Mesures donc exceptionnelles, c'est-à-dire que même prévention. Même si nous avions tous les ouvrages en présence, avec plus de 200 mm de précipitations, on aurait pu quand même avoir des inondations. Ça, c'est vraiment une précision. Ceci étant, je voudrais dire que le gouvernement a pris conscience de ce fait-là, puisque nous avons élaboré un schéma directeur d'assainissement et de drainage du Grand Abidjan. Et ce schéma directeur est l'instrument de planification des investissements dans le secteur. C'est une étude qui va nous dire quels sont en fonction des quantités de pluie normales qui tombent sur Abidjan, dans le Grand Abidjan, c'est de voir les ouvrages qu'il faut construire pour collecter ces eaux de pluie, les stocker éventuellement et ensuite en réguler le débit pour les envoyer vers leur destination, qui est en général pour le Grand Abidjan, qui est la lagune. Donc, beaucoup d'ouvrages ont été faits dans tous les quartiers d'Abidjan
Vous voyez... Vous pouvez en citer? Je peux en citer, oui. Nous, malheureusement, nous travaillons en général sous la terre, donc on ne voit pas nos travaux. Ah, c'est l'occasion de le dire. Quand il y a des problèmes. Alors, je peux en citer quelques-uns. En termes de barrages, de retenue d'eau, vous avez le barrage de Bonoumain qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez, à l'Indénié, vous avez un barrage que tous les Abidjanais voient. Nous en avons dans plusieurs quartiers. À Koumassi, dans tous les quartiers, on a des ouvrages. Bon, les gens de Cocody, par exemple, qui passent devant le boulevard, sur le boulevard de France, voient bien ce grand canal qu'on a construit récemment, qui collecte toutes les eaux qui viennent d'Abobo, de Williamsville, qui passent par Cocody, Bonoumain, qui passent sous le boulevard Mitterrand et qui vont vers la lagune, vers l'hôtel du Golfe. Et quel a été le coût de ces travaux? Ben, le projet d'ensemble est autour de 51 milliards, 55 milliards, oui, projet d'ensemble. Donc nous avons beaucoup de projets qui sont en cours. Tous les partenaires techniques et financiers nous apportent des financements. Bref, le schéma directeur que nous avons préparé sur Abidjan, la phase d'urgence des travaux à faire s'élevait à peu près à 580 millions à peu près. Milliards, pardon, de CFA. Pour les travaux déjà effectués, oui. Quel a été l'impact de ces travaux-là sur la situation, la saison des pluies actuelles? Je vais vous prendre un exemple. C'est plus parlant, les exemples. Si vous prenez le quartier Alabra, dans la commune de Cocody. La commune de Cocody. Il y a 4 ans, on a tous regretté des inondations importantes là-bas avec mort d'homme. Les gens ont eu 1,5 mètre, 2 mètres d'eau dans leur maison. Ils ont dû, ceux qui étaient dans des maisons à 2 niveaux ont dû monter au second niveau pour échapper. Aujourd'hui, en tout cas à ce côté d'Alabra, quand il pleut, on n'a plus d'inondations comme celle qu'on a connue il y a 4 ans. Pour une raison simple. Nous avons fait ce canal que vous voyez, ce grand canal, qui collecte les eaux qui viennent de l'autre côté de Mitterrand et qui passent sous le boulevard Mitterrand. Nous avons doublé la capacité de franchissement qui est en dessous du boulevard, qu'on appelle les dallots. On a des dallots où l'eau passe en dessous de la chaussée pour continuer son chemin. Donc, on a doublé cette capacité, ce qui a permis, n'est-ce pas, d'éviter que les eaux débordent pour aller inonder le quartier d'Alabra. C'est un bon exemple. D'accord. La rue Ministre était chaque année inondée, mais vraiment sérieusement. Vous verrez bien qu'aujourd'hui, le niveau d'inondation a beaucoup diminué. Parce que nous avons également fait des canalisations qui permettent de collecter ces eaux pour franchir le boulevard Mitterrand et les envoyer vers la lagune. Et normalement, dans le schéma directeur, nous avons un certain nombre d'ouvrages à construire, des retenues d'eau. Des retenues d'eau qui permettront de régler complètement les questions d'inondation dans ces zones-là. Il en reste encore au moins 3 à construire. Et sur ces 3, nous avons les financements pour les travaux. Il se trouve que les zones, le site qui doit accueillir ces ouvrages sont aujourd'hui occupés, habités. Et c'est ça qui retarde le projet. Une fois qu'on aura fait ces ouvrages de retenue d'eau, vous verrez bien que les risques vont être réduits. Et quel est le calendrier? Ce sont des sites qui sont occupés. Qu'allez-vous faire exactement pour pouvoir travailler tranquillement? Il faut libérer les sites pour qu'on puisse construire les ouvrages. Naturellement, ce n'est pas facile, c'est des êtres humains, c'est les difficultés auxquelles on fait face. Quelquefois, c'est des problèmes de financement pour indemniser les personnes qui sont sur ces sites, qui sont en possession des titres fonciers, qui ont des logements construits en dur. Il faut les indemniser avant qu'on ne puisse faire les travaux. Nous y reviendrons. Vous avez cité donc la zone Alabra, oui. Carrefour, la rue Ministre et oui. tout. Le bassin du Gourou aussi a été un casse-tête pour beaucoup d'usagers, oui. Pour le gouvernement aussi. Aujourd'hui, quelle est la situation à ce niveau? C'est un casse-tête pour les mêmes raisons. Nous avons des ouvrages à construire. Par exemple, au-dessus à Williamsville, nous avons un ouvrage à construire vers l'hôpital militaire. Cet ouvrage, c'est quoi? C'est une retenue d'eau. Où, quand il pleut, l'eau vient dans cette retenue. Ensuite, on régule son débit
pour l'amener vers la lagune. Cet ouvrage n'est pas encore construit parce que la zone est occupée. Ça fait des mois et des mois. Bien que les personnes y habitant aient été indemnisées, on a encore du mal à les faire partir. D'accord. Quand on vous écoute à l'énumération des différentes mesures qui ont été prises, des travaux qui ont été faits, est-ce que vous êtes en train de nous dire que si ces travaux n'avaient pas été faits, on allait assister à une catastrophe beaucoup plus grave aujourd'hui? Absolument. Ça aurait été beaucoup plus grave si ces ouvrages n'avaient pas été faits, ces travaux n'avaient pas été faits par le gouvernement. Mais imaginez-vous un seul instant, s'il n'y avait pas le barrage de Bonoumin, toutes les eaux qui descendent, ce ne serait pas seulement à la Brasse, ce serait toute la zone en aval qui aurait été inondée. Madame le ministre, vous étiez encore aujourd'hui dans une famille dans la commune de Cocody pour apporter la compassion du gouvernement. On vous voit très souvent après les drames pour sécher les larmes de ces familles-là. Ces drames vécus posent la question de la sensibilisation. Qu'est-ce que vous faites en amont pour éviter ces situations? En amont, par le biais de la direction générale de l'Observatoire, qui est une direction du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, qui a en son système un mécanisme d'alerte précoce. Et la direction générale de l'Observatoire nous permet d'avoir toutes les informations en lien avec les sinistres et les incidents sur toute l'étendue du territoire. Et cette direction a en son sein des moniteurs qui, avant la saison de pluie, ont eu à faire des campagnes de sensibilisation, amener les personnes, faire comprendre le danger que des personnes ont cours à rester dans des zones à risque. Ensuite, la sensibilisation, c'est aussi expliquer aux personnes comment se comporter en saison de pluie. Et la deuxième phase, nous avons deux volets d'assistance, la phase préventive qui est faite par l'Observatoire et la seconde phase, c'est l'assistance qui est faite par le ministère, mais après le drame. Avant le drame, nous avons des actions de prévention. D'accord. Lorsque le drame survient, est-ce que vous avez des actions de prise en charge psychologique, morale des personnes sinistrées? Oui, l'assistance ne se limite pas seulement qu'au Yako. Nous avons l'assistance aux personnes blessées. Et lorsque nous faisons les prises en charge, et lorsqu'au-delà de la prise en charge, les médecins, parce que nous ne le faisons pas seuls, le ministère de la Solidarité en collaboration avec le ministère de la Santé, nous dirons si le blessé a besoin d'une assistance au-delà des soins sanitaires. Et le ministère prend tous ces soins-là en charge. Donc notre assistance ne se limite pas uniquement qu'aux blessés et aux décès, nous allons au-delà. Et si c'est une famille vulnérable qui a besoin d'être accompagnée, le ministère accompagne ces familles-là. Alors nous avons les premières réactions déjà à travers le code QR. Monsieur Samuel Abi pose la question suivante. Quelle est la responsabilité de vos ministères respectifs dans la perte en vie humaine quand on sait que des maisons construites sur des canalisations ont parfois des permis de construire? Et vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le ministre, d'ailleurs. Alors, je ne sais pas si c'est la dernière partie de sa phrase, je ne sais pas comment il peut savoir que ces maisons ont des permis de construire. Ça, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que les responsabilités des ministères sont bien connues. À Abidjan, il y a eu, pendant un moment, du désordre urbain, mais ce désordre est en train d'être corrigé, puisqu'aujourd'hui, des mesures vigoureuses ont été prises, mais il y a le poids du passé qu'il faut gérer progressivement. Et nous avons pris des textes récemment au niveau du gouvernement pour délimiter les emprises de tous les ouvrages, qu'ils soient des ouvrages routiers, des ouvrages d'assainissement, d'énergie et tout cela. On a défini donc des emprises. Et toute construction à l'intérieur de ces emprises, à partir du moment où cette loi a été prise, seront démolies sans indemnisation. Donc, oui, pour dire que cette partie, n'est-ce pas, de la question, ça appelle aussi au civisme de chacun. Puisque quand vous avez un terrain, vous connaissez parfaitement les limites de votre terrain. La loi est très claire. Quand vous en avez le titre foncier,
Pour construire sur ce terrain, il faut faire un plan qui est approuvé. Il faut avoir un permis de construire. Et quand vous avez fini de construire, vous devez construire conformément à ce permis. Si vous construisez quelque chose qui ne correspond pas au permis, normalement la loi permet de démolir ces logements. Donc au jour d'aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur le passé c'est le passé, nous devons le gérer comme on peut le gérer, mais aujourd'hui c'est des choses je suis tenté de dire qu'on ne verra plus. Madame Belmondo Dogo, cette question s'adresse certainement à vous. Que fait, elle est posée par M. Manou, que fait le gouvernement pour ceux qui ont eu des dégâts liés à cette pluie? Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement, par exemple? Oui, il y a des mesures d'accompagnement. Dès l'entame de la semaine prochaine, nous serons à Bingerville, à la cité CIE. Sur la soixantaine de ménages, il y a 54 ménages qui ont été impactés par la pluie de la nuit du 20 au 21. Donc les ménages impactés par la saison de pluie, selon l'intensité et les dégâts seront, et quelle je ne dirais pas dédommagés. Quelle est la démarche? À qui doit-on s'adresser? Je ne dirais pas dédommagés parce que le gouvernement ne pourra pas reconstruire des maisons. Le gouvernement apportera un soutien aux différents ménages et sur toute l'étendue du territoire, parce qu'il faudrait que l'Ivoirien le sache. C'est maintenant qu'Abidjan est touché par ces pluies, mais à l'intérieur du pays, que ce soit à Korogo, à Séguéla, à Kouto, à Dimbokro, à Nibelokro, à Odiéné, et pas très loin à Alépé. Nous avons toutes ces zones-là qui ont été traversées par des fortes pluies. Nous avons Man, où plus d'une centaine dans un village, toutes les toitures sont parties, l'église de Coiffé, les écoles. C'est maintenant bien touché. Au plan national, nous avons 2613 ménages impactés. D'accord. La question demeure, quelle est la démarche lorsque mais la démarche, impacté par... Mais la démarche, je vais revenir sur l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion, qui est notre mécanisme d'alerte, qui nous donne toutes les informations sur tout ce qui se passe sur toute l'étendue du territoire. Donc, notre première source d'information, c'est d'abord l'Observatoire, qui nous fait ce rapport pour nous dire, dans telle zone, il y a eu tel sinistre, et voilà le nombre de familles. Et nous entrons en contact avec, si c'est, on va dire, une situation d'inondation, avec les pompiers, qu'au passage, je salue. Alors, si une famille a échappé à ce processus-là, comment elle fait? Non, aucune famille, justement, ne peut échapper au processus. Est-ce qu'elle a la possibilité de vous approcher de vous? Non, mais j'en viens. En fait, ce ne sont pas les familles qui nous approchent. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. C'est vous qui allez vers les familles. C'est nous qui allons vers les familles. Vous n'oubliez personne. Non, nous n'oublions personne. Sinon, je ne vous aurais pas dit le nombre de ménages sur toute l'étendue du territoire. Par le biais de l'Observatoire, qui est une direction au sein du ministère, nous n'oublions personne. Nous n'oublions personne. Que ce soit les dernières pluies à Tekoubé, à Koumansi et encore à Bingerville, nous n'oublions personne. Nous avons les listes et les noms de tous les ménages qui ont été impactés. Et en collaboration avec les mairies, si nous devons trouver, en fait, si ces ménages ont besoin d'être recasés, ce que le ministère demande en collaboration avec les mairies, c'est de trouver le site. Une famille peut être recasée, mais lorsque nous allons au-delà de 20-30, il faut trouver un site. Et le ministère a en charge de fournir vivres et non-vivres et couverts aux ménages. Monsieur le ministre, il a été beaucoup question avant la saison des pluies du plan Orsec, l'organisation des secours en période de crise. C'est à croire que ce plan n'a pas véritablement fonctionné. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, le plan Orsec, c'est un plan qui est mis en service quand on est en situation de catastrophe, de véritable crise. Sinon... vous estimez que ce n'était pas des catastrophes? J'arrive, je vais vous expliquer. Normalement, le premier niveau d'intervention, c'est les pompiers, les sapeurs-pompiers militaires. Il y a des casernes dans le district d'Abidjan, il y en a à Yamoussoukro, il y en a dans certains districts. C'est le premier mécanisme d'intervention. Et il peut être aidé par les sapeurs-pompiers civils, l'Office national de protection civile. C'est quand ce dispositif ordinaire, normal,
est dépassé par les événements, parce qu'il y a une vraie catastrophe, une crise, que le plan Orsec est déclenché. Et il est déclenché à Abidjan, enfin, au plan national, par le ministre de l'Intérieur, à l'intérieur, quelquefois, par les préfets. Et ça, c'est vraiment pour les grandes catastrophes. Au plan national, c'est régi par... il y a 2 textes qui ont été pris par le gouvernement. Un texte de 79, d'août 79, qui organise, n'est-ce pas, l'organisation des secours. C'est ça, Orsec. L'organisation des secours en cas de catastrophe au plan national. Il a été complété par un texte de 98, si je ne me trompe. Ce texte-là va venir élargir ça aux accidents graves, où il faut des moyens au-delà du premier mécanisme d'intervention. Par exemple, l'Orsec peut demander aux forces armées d'intervenir en cas de catastrophe grave, où les sapeurs-pompiers qui sont en place, militaires et civils, sont débordés par la situation, peuvent faire intervenir l'armée, le préfet en situation de quand le plan Orsec est déclenché, ou le ministre de l'Intérieur peut faire des réquisitions de toute personne. Il peut requérir ou utiliser des biens privés ou publics pour porter le secours, pour organiser le secours. Et en la matière, la situation était contrôlée? Était contrôlée puisque, voyez-vous, c'est peut-être impressionnant, quand on regarde tout ça, les pompiers sont intervenus pour quelquefois même sauver des gens qui étaient bloqués par les eaux. Ils sont intervenus. Sur tous les sites, ils y étaient. À Mosikro, ceux qui sont arrivés les premiers, c'était les pompiers. Quand l'éboulement est survenu, les pompiers sont arrivés, je crois, autour de 6 h le matin. Moi, je suis arrivé peut-être une demi-heure, 1 heure après. Donc, ils sont intervenus sur tous les sites et ils ont fait ce qu'ils devaient faire. On n'était pas encore dans une situation où tout ce mécanisme était dépassé pour déclencher le plan Orsec. D'accord. Est-ce qu'il y a, tout de même, nous pensons qu'il y a tout de même un mécanisme d'alerte. Comment vous appréciez son efficacité en pareille situation? Il fonctionne. Il y a le mécanisme de veille qui existe. Ça, c'est la première. Quand il y a un événement, c'est eux qui surveillent un peu le territoire. Ils savent ce qui se passe. Quand il pleut, ils mettent par exemple en place les camions sont préparés, les pompiers sont en alerte. Dès qu'il y a un signalement, ils vont là-bas. Donc ce système existe. Il y a également un comité interministériel de gestion des crises qui comprend plusieurs ministères. Donc c'est un mécanisme qui est gradué. D'abord, c'est le dispositif normal de veille qui surveille l'ensemble du territoire. Quand il y a un événement qui est informé et qui va dire ce qu'il faut faire en fonction de la taille de la crise. Après, c'est le comité interministériel de gestion des crises. Et quand vraiment tout ça est dépassé, on va maintenant au plan Orsec. Alors, vous travaillez forcément la question dont nous débattons, sur laquelle nous travaillons ce soir, oui. Est une question transversale. Vous travaillez avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministère oui. de la Construction. Oui. Est-ce qu'il y a un comité interministériel qui existe donc pour prendre en compte ces préoccupations-là? C'est ce que je dis. Il y a un comité interministériel de gestion des crises oui. qui existe, qui est présidé par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et quand la situation l'exige, ce comité est alerté et il se réunit et il prend la disposition. Et là, au sein de ce comité, les ministères qui sont dans ce comité ont tous les instruments d'action. Vous avez l'Office national de protection civile qui dépend du ministère de l'Intérieur. Vous avez le groupement des sapeurs-pompiers militaires qui dépend du ministère de la Défense. Enfin, tous ont tous les outils pour intervenir en cas de catastrophe. Cette question venant de M. Traoré Nyouma-Plein, oui. à travers le code QR, nous ne comprenons pas pourquoi l'Indénié continue d'être inondé après tous les travaux que nous voyons oui. En train d'être réalisés. Pouvez-vous nous donner la garantie qu'à la fin des 10 travaux, la question sera définitivement réglée? Parce qu'on l'a vu le jeudi dernier, quand même des pans qui ont été éprouvés par le passage de l'eau. Oui, mais ceux qui sont à Abidjan depuis quelques années savent quand même que les inondations qu'on a aujourd'hui à l'Indénié sont largement inférieures à ce qu'on a connu dans un passé pas trop lointain, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de travaux en cours aujourd'hui. Je peux vous garantir que quand ces travaux seront terminés, on ne parlera plus d'inondations
au carrefour de l'Indénié. Alors, sous une réserve. Tantôt, je vous disais que nous devons construire une retenue, un barrage écrêteur du côté de Williamsville. Parce que les eaux qui arrivent à l'Indénié, c'est les eaux qui viennent aussi bien d'Adjamé, Saint-Michel, tout ça, mais aussi d'Abobo, de Williamsville. Et qui viennent de plus loin, à Bobo, même au-delà, à Niaman, qui arrivent là. Il faut des retenues d'eau pour canaliser ces eaux, pour que ça aille tranquillement vers la lagune. Et un de ces sites-là, à Williamsville, est encore occupé aujourd'hui. Quand on aura construit... parce que en matière d'inondation, l'inondation qui se fait là où vous voyez l'inondation, ce n'est pas là que le problème vient de l'amont. Ce sont toutes ces eaux-là qui arrivent et qui créent cette inondation. Quand on va construire ces ouvrages, il n'y aura plus d'inondation au carrefour de l'Indénié. Par contre, nous aurons toujours un souci, c'est tous les solides, les déchets que les eaux ramènent vers la lagune. Or, nous sommes en train de faire une baie qui va devenir un joyau touristique. Il faut absolument arrêter ces déchets, ces solides qui arrivent à la lagune si on ne fait pas ces barrages écrêteurs. Et si on ne se discipline pas, nous-mêmes ivoiriens, si on continue de jeter les ordures dans les caniveaux, fatalement, ces ordures vont être transportées par les eaux de pluie vers la baie des Cocody. Sinon, le carrefour inondé, je peux vous assurer que les travaux, il y en a plusieurs qui sont en cours aujourd'hui. Il y a les travaux routiers, les ouvrages, il y a les travaux d'assainissement et de drainage, il y a les travaux d'aménagement de la baie elle-même. Tout ça fini, je peux vous assurer qu'il n'y aura pas d'inondation. D'accord. Nous allons aller à certaines mesures concrètes et les faits. C'est cette déclaration du Premier ministre Patrick Achi, oui, le 16 juin dernier, lorsqu'il se rend sur les lieux du glissement du terrain à Atekoubé. Écoutons-le. Des objectifs qui nous avaient été assignés par le Président de la République et instructions qui ont été données au ministre technique, c'était que cette année, tout soit mis en œuvre pour que nous ayons zéro décès humain, zéro blessé, zéro dégâts matériels. Et pour cela, les ministres en charge ont identifié 54 sites sensibles qui concernent les communes d'Aniaman, d'Abobo, d'Adjamé, d'Atekoubé, de Bingerville, de Cocody, de Port-Boué et de Pougon. Et l'un des sites, donc le site aujourd'hui incriminé, était un de ces sites-là. 2,5 milliards de francs CFA ont été dégagés pour détruire ces sites, pour déplacer ces populations, et les actions ont été entreprises. Alors, 54 sites identifiés, oui, qui doivent être déguerpis. Oui. 2,5 milliards de francs dégagés pour cela. La question logique, quel est le point de la situation? Écoutez, le point, ça peut paraître beaucoup, 2,5 milliards, mais ce n'est pas grand-chose pour 54 sites. Et quand on dit que ces 54 sites, 4 000 ménages sont concernés, c'est entre 22 et 25 000 personnes. Il ne faut pas regarder le montant de 2,5 milliards, mais je peux vous dire, faire le point assez rapidement. Ce qui est important, ce que dit M. le Premier ministre, c'est que nous avons pris la mesure de la situation. C'est pour cela d'ailleurs, nous savons, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, que quand on prend les morts, plus de la moitié proviennent, en tout cas cette année, proviennent de glissements de terrain et d'éboulements. Et ces glissements de terrain et ces éboulements surviennent sur des zones que nous avons qualifiées de zones à risque. Nous les avons identifiées avec toute l'expertise nationale disponible, le BNET, l'ONPC, les pompiers militaires, les mairies qui sont les plus proches de ces sites. Nous les avons identifiés. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est après cette identification que mon ministère a présenté en Conseil des ministres une communication pour demander donc des financements. La première partie de ce financement, 2,5 milliards, sert au déguerpissement, c'est-à-dire démolir les bâtis qu'il y a. La campagne de communication qui a été faite, je crois que tous les Abidjanais ont vu qu'il y a eu une campagne de communication. Elle a été faite de proximité, dans les langues nationales. On a fait tout ce qu'il fallait faire, la sensibilisation, et ensuite la démolition des bâtis, le transport et la gestion des gravats, des démolitions. Ensuite, les travaux d'aménagement qui vont venir par derrière. Parce que ce que nous voulons, c'est d'empêcher toute réinstallation des populations déguerpies. Parce que dans le passé, plusieurs fois, nous avons déguerpi les gens.
Mais ces zones ont été recolonisées. Ont été recolonisées. Donc cette fois-ci, on démolit les bâtis, on surveille les sites pour empêcher toute réinstallation. On va les protéger, les sécuriser, et nous allons faire derrière des travaux d'aménagement pour rendre déjà ces zones moins dangereuses qu'elles ne le sont aujourd'hui. Je vous prends un exemple. Si vous allez à Bobo Klocha ou à Bobo Désert ou à Tekoubé, quartier qu'on appelle Tombé Mort, le site est en lui-même dangereux. Il nous faut faire des travaux d'aménagement pour les rendre moins dangereux. Peut-être on va faire des équipements collectifs, on va peut-être faire planter des arbres pour les rendre pour empêcher toute l'installation et puis les rendre moins dangereux. Alors, c'est tout ça qui est compris dans le 2,5 milliards. D'accord. Bon, sur les 54 sites, quel est le point? Le point, aujourd'hui, on a déguerpi une trentaine de sites. Alors, déjà, au départ, les sites, les zones à risque, les 54, comme je l'ai dit, il y a 4000 ménages qui sont concernés. Mais cette année, nous avons décidé, compte tenu du nombre important de personnes, si on ne peut pas déguerpir 20 000, 25 000 personnes du jour au lendemain. Donc nous avons redéfini le périmètre, un périmètre qui correspond aux maisons, aux familles qui sont vraiment en danger. Où là, vraiment, on parle du danger. Quelqu'un qui est au bord d'un ravin, vous avez vu les images tout à l'heure à la télévision, si vous laissez cette personne-là, la première pluie peut l'emporter. Donc nous avons redéfini un périmètre et même des zones considérées aujourd'hui comme zones à risque, où nous estimons que le danger n'est pas imminent. On donnait un peu de temps à ces personnes-là pour partir. Nous avons commencé là où il y avait vraiment les risques, à Bobo notamment, à Tekoubé. Et le drame qui est arrivé à Mosikro, c'était une zone où une ligne de maison devait être déguerpie. Ça n'a pas été possible parce qu'il y a eu un peu de résistance. On a dû reculer pour dire bon, qu'on va laisser quelques jours pour revenir. Malheureusement, le drame est intervenu. Justement, les populations posent la question de la fermeté de l'État. On a les interventions de M. Touré, de M. Madès, Diak, Konechek Isaac, Ouattara Brahima Milogo, qui parlent de la fermeté de l'État face à cette situation de recolonisation des sites qui sont déguerpis. Est-ce qu'aujourd'hui, on a l'assurance que les 30 sites déguerpis ne seront plus habités par les populations? Ça, je peux vous dire, je peux vous garantir que les sites que nous avons déguerpis cette année ne seront pas recolonisés. Ça, c'est clair. Et vous avez pris les mesures pour? Les mesures sont prises puisque, après la démolition des bâtis, les sites seront surveillés, seront physiquement sécurisés. Nous avons une brigade en notre sein, la brigade d'assainissement et de salubrité, qui va faire des rondes. Les forces de l'ordre vont nous aider. Ces sites ne seront pas recolonisés. Ça, je peux vous le garantir. Maintenant, quand on dit que le gouvernement n'est pas assez méchant, il a le dos large, le gouvernement. Quand il va... bon, aujourd'hui, il y a des gens qui se plaignent encore. Pourquoi on allait déguerpir à Bobo, Klocha, Bobo Désert ou à Tekoubé. Et que vous leur répondez? Ce que je leur réponds, cette opération visait à sauver des vies humaines. Je vous assure que c'est pour ça que j'ai visité personnellement ces sites. Quand on vous en parle comme ça, on dit zone à risque, c'est des mots. Il faut aller voir. La preuve d'ailleurs, quand je suis allé à Bobo, j'ai fait venir des journalistes, nationaux et internationaux. Aucun journaliste n'a critiqué notre caractérisation de ces zones comme des zones à risque. C'est qu'on dit, ah, mais qu'est-ce que vous faites pour eux et tout ça. Mais sinon, la caractérisation de ces zones comme étant des zones à risque où la mort est imminente, personne ne le conteste. Ni les habitants eux-mêmes, ni les journalistes. Alors, il y a cette question pertinente de M. Milogo Brahima Ouattara qui dit pourquoi ne pas déguerpir 6 à 8 mois avant la saison des pluies? Oui, cette question, on y est habitué. Voyez-vous, ma communication au Conseil des ministres, je l'ai faite en décembre 2021 pour préparer la saison 2022. Depuis que l'ONAD existe, depuis que nous sommes là, ce ministère existe. Avant lui, ce département était géré par d'autres ministères. Ça fait des années qu'on fait la sensibilisation. On demande aux gens de se préparer. Jusqu'à telle date, partez. Mais ils ne partent pas. Notre souhait, ce n'est pas d'utiliser la force. Notre souhait, d'ailleurs, toute la campagne que nous avons menée en 2022,
c'était de conduire la population vivant dans ces zones-là à partir volontairement. Mais les mises en demeure ont été servies en mars. On s'était fixé comme date de déguerpissement début mai. Les gens n'étaient toujours pas prêts. On a donné 1 mois de plus pour commencer le 6 juin. Malheureusement, c'est comme ça. Dans l'année, il y a 12 mois. Vous sensibilisez, vous communiquez, les gens ne veulent pas partir. Et c'est vraiment, le gouvernement utilise la force publique comme dernier recours. Là, c'était des gens qui étaient en danger. Il n'aurait pas été responsable de notre part de laisser quelqu'un qui est au bord d'un ravin en saison de pluie. C'est pour ça qu'on a eu recours à la force pour des départs forcés. Mais croyez-moi, ces choses vont... Puisque maintenant, tous les Ivoiriens nous demandent d'être fermes. En tout cas, ils le disent. Oui. Écoutez, j'étais à une conférence de presse. Des journalistes ont pris la parole pour me dire, écoutez, monsieur, soyez plus... sévère. Plus sévère. Donc, on considère que nous ne sommes pas suffisamment méchants. Ben, on va le devenir, mais on va communiquer suffisamment pour que tous les Ivoiriens sachent que le jour où on va déguerpir une zone, c'est qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire avant pour convaincre les gens de partir volontairement. D'accord. Madame Belmondo Dogo, quelle est votre approche sur la question des zones à risque? Parce qu'on voit souvent que votre département, la solidarité, c'est dans ces zones aussi souvent qu'on mène les projets de filets sociaux. Est-ce que ce n'est pas une manière d'encourager les populations à rester dans ces zones à risque? Non, là je vous arrête. Les filets sociaux ne sont pas pratiquement ou forcément dans ces zones. Souvent, c'est là-bas. Non. Il y a des personnes pauvres là-bas. Non. Oui, on peut dire qu'il y a des personnes pauvres là-bas. Qui en bénéficient, on en a vu aussi dans certains quartiers. En fait, le dire, c'est dire que le gouvernement entretient ces personnes tout en sachant qu'elles sont dans des zones à risque. C'est pourquoi je dis, je vous arrête. Mais j'ai commencé tout à l'heure à vous dire que l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale avait en son sein des moniteurs qui font la prévention et la sensibilisation en demandant aux populations de sortir de ces zones à risque. Et nous le disons, une vie est une vie. Alors pour nous, on les préfère en vie que de les voir morts. Et donc l'Observatoire le fait. Nous le faisons aussi via nos canaux de communication sur les réseaux sociaux. Donc ce n'est pas que parce que nous avons des bénéficiaires, nous ne faisons pas de prévention. Le ministère a fait la sensibilisation, a fait la prévention pour demander à ces personnes de quitter les zones à risque. Quand je prends le cas de Mossikro, nous sommes allés par 3 fois. À Mossikro, nous sommes allés par 3 fois. Nous avons demandé aux populations de quitter les endroits. Pas plus loin qu'il y a à peine 10 jours, je dirais le 20. Le 21, nous étions à Benjerville, au quartier Sans-Loi, où la dame m'a regardé et dit « Ne venez pas nous chasser ». Je lui ai répondu « Je te préfère en vie que de te savoir morte. Donc si tu dois partir, il faut que tu partes parce que c'est un quartier qui, si nous nous retrouvons dans une situation de pluie comme celle du 20 au 21, j'ai peur que nous ayons à dénombrer encore des morts dans ce quartier-là. » Alors, ces zones sont vraiment dangereuses. Et qu'est-ce que vous faites par rapport à ces populations qui, malgré tout, prennent un rendez-vous avec la mort? C'est vrai que c'est dangereux. Est-ce qu'elles ont conscience qu'elles sont dans des zones dangereuses? Les populations ont conscience qu'elles sont dans des zones dangereuses. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez la dame au quartier Sans-Loi qui nous dit, nous étions 3 ministres, on vous demande pardon, ne venez pas nous chasser, nous savons. Non, les populations ont conscience qu'elles sont dans des zones dangereuses, mais elles vous diront, on ne sait pas où aller. Ça, c'est la première réponse généralement pour les populations, où le monsieur te dira, je suis propriétaire terrien depuis les années 60 ou les années 70, c'est ma propriété, je ne veux pas la quitter. On ne sait pas où aller, il y a la question des sites d'aménagement. On ne sait pas où aller, il y a la question des sites d'aménagement. Mais je l'ai dit tout à l'heure, le Premier ministre, le jeudi de la semaine passée, a mis en place un comité avec les collectivités au niveau d'Abidjan et le district d'Abidjan. Avec les maires, nous avons convenu de trouver des sites pour toutes ces familles-là. Parce que si nous nous retrouvons face à une situation de pluie comme la nuit du 20 au 21 ou celle du 29 au 30,
j'ai peur que nous ayons à dénombrer encore plus de morts. Est-ce que vous avez identifié des sites déjà d'aménagement d'accueil? Les sites d'aménagement d'accueil, nous avons les écoles parce que les élèves sont en vacances. Nous avons les écoles, nous avons les foyers. Dans chaque mairie, il y a un foyer, il y a des espaces. Et donc, ces espaces-là dédiés peuvent accueillir les populations qui acceptent de partir. Parce qu'arriver, comme l'a dit le ministre Boaké, il n'est plus question de demander aux populations de partir, il faut les faire partir. Donc, avant de les faire partir, il faut trouver là où elles seront. Si elles ne savent pas où aller, au moins un endroit bien précis dans chaque commune pour que ces populations puissent au moins se loger. Est-ce que vous partagez aussi ce ton de fermeté désormais que doit afficher le gouvernement pour sauver les vies malgré ces personnes-là? Je partage ce ton de fermeté. Je partage ce ton de fermeté parce que lorsque vous visitez ces familles-là qui endeuillent suite à un éboulement ou à un écroulement de murs, la détresse qui se lit sur ces visages, tu te dis, il y a 1 ou 2 jours, si ces familles étaient parties, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Donc moi, je partage ce ton de fermeté. Mais c'est vrai que tout en étant ferme, il faut aussi le reconnaître, que le gouvernement a fait la sensibilisation. C'est vrai que tout à l'heure, le monsieur a dit pourquoi est-ce qu'on ne déguerpit pas 8 à 7 mois avant, mais nous sommes dans une période d'urgence. Les pluies que nous connaissions cette année sont différentes des pluies de l'année précédente. Donc nous sommes dans une situation d'urgence. L'urgence du moment est que ces ménages-là partent. Parce que lorsque le gouvernement vient détruire ou casser les maisons, elles n'emportent rien. Alors nous les demandons de partir parce que nous les préférons en vie. Alors, la question de l'indemnisation, ça avait été évoqué les années passées. Est-ce que cette année, ça a été d'actualité, M. Boaké Fofana? Pas en tout cas dans les formes que certains attendaient. Voyez-vous, quand vous regardez aujourd'hui les personnes que nous déguerpissons, entre 80 et 90% de ces personnes sont des personnes qui y sont de façon illégale, sans titre ni droit. Si le gouvernement décide comme ça que, bon, on va indemniser toute personne, même celles qui sont en situation d'installation sans titre ni droit, c'est l'ouverture. On va ouvrir la boîte à Pandore. Et par expérience, moi j'étais dans le secteur routier où on est amené quelquefois à déplacer des populations pour des projets routiers. Je peux vous dire que si vous annoncez d'avance que vous allez indemniser sur un parcours, la population du site va augmenter automatiquement 20, 30, 40, 50%, premièrement. Et deuxièmement, il faut faire d'abord la part des choses. Sur les bâtis que nous avons démolis, encore 80-85%, c'est du bâti précaire. Donc, nous n'avons pas voulu mettre en avant. L'opération que nous avons lancée s'appelle bien « Pour sauver ma vie, je quitte les zones à risque ». Il y a péril en la demeure. On vous demande de partir d'abord. Comme l'a dit ma collègue, toutes les mairies d'Abidjan, de par la loi d'ailleurs, les mairies d'Abidjan ont des sites de recasement en cas de situation difficile. Les écoles, comme elle l'a dit, il y a des foyers, mais il y a aussi, en dehors du gouvernement, moi, quand je suis allé à Bobo, j'ai dit aux personnes qui ne savent pas où aller, mais écoutez, s'il pleut, allez-y dans la première mosquée que vous voyez, dans la première église que vous voyez. Je vois mal une église rejeter des gens qui ont besoin d'assistance. Je vois mal une mosquée rejeter des gens qui ont besoin d'assistance. Ça, c'est pour sauver sa vie. Une fois que votre vie est sauve, on peut tout discuter. Parce que ceux qui sont décédés malheureusement, on présente encore nos condoléances aux familles, une fois que vous êtes partis, comme j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, mais partez, parce que je ne vais pas vous laisser là ce soir. Il dit, non, non, moi je ne sais pas où aller. Il dit, mais allez, première mosquée, première église, allez chez un ami. Ah non, je dis, ben, écoutez, quand la pluie va vous déguerpir, c'est dramatique, mais bon, c'est une façon de parler. Quand la pluie vous déguerpit, quand il y a un éboulement, est-ce que vous demandez à la pluie de vous indemniser d'abord? Elle ne prévient pas. Donc, on est là pour sauver des vies. Partez d'abord, après, tout est discutable.
D'accord. Alors, M. Denis Dambélé, qui nous joint par le code QR, dit qu'il parle de la mauvaise foi des uns et des autres. Alors, il se pose la question de savoir si vous avez une base de données, des informations qui permettent au déguerpi d'une zone de ne pas se réinstaller dans une autre zone à risque. Est-ce qu'il y a des informations qui circulent comme ça, de sorte qu'on évite qu'on parte d'une zone à risque A vers une zone à risque B ou C? Bon, les zones à risque, en tout cas, que nous avons identifiées, nous, avec toute l'expertise nationale autour de la table, sont connues. Donc, on ne laisserait personne s'installer, en tout cas dans les parties que nous avons déjà libérées. On ne laissera personne s'installer. Ce qu'on demande aux gens, pour l'instant, il faut partir. Parce qu'en plus de cela, ce que les gens ne savent pas, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en saison des pluies. Les risques sont encore plus importants. Mais avec les changements climatiques, rien n'exclut aujourd'hui qu'une pluie comme celle du 20 au 21 ou du 29 au 30 survienne hors saison des pluies. C'est aussi ça, les changements climatiques. Aujourd'hui, on se dit la pluie, c'est juin, juillet, peut-être août. Mais demain, on peut être en plein janvier, avoir une pluie, avoir 200 mm en deux jours à Abidjan. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il est bon d'identifier de façon définitive ces zones à risque, de les surveiller, d'empêcher des nouvelles installations ou des réinstallations. Alors, c'est pour ça que nous avons des projets d'aménagement de tous ces sites. L'exemple que je prends quelquefois pour les gens, vous prenez le site d'Akwedo, la décharge d'Akwedo. Cette décharge a été décriée, les gens ne voulaient plus. Il y a eu le village plusieurs fois a voulu fermer de force la décharge. Le gouvernement l'a fermé. Aujourd'hui, si vous allez visiter ce site, on est en train d'y construire un parc urbain qui va être vraiment... Et tous les gens qui avaient des maisons autour d'Akwedo et qui se plaignaient que la décharge avait, n'est-ce pas, diminué la valeur de les investissements, aujourd'hui, les investissements vont prendre de la valeur. C'est ce que nous voulons faire. Dans les zones à risque, à moyen et long terme, nous allons faire des aménagements. J'apprends sur les réseaux que oui, ils veulent faire des projets immobiliers. Non, on veut d'abord les aménager, construire les ouvrages qu'il faut construire, rendre ces zones moins dangereuses qu'aujourd'hui, et puis on verra ce qu'on en fait. Ça peut être des équipements collectifs, ça peut être des écoles, ça peut être des parcs urbains, mais il faut absolument faire partie les gens de ces zones à risque. On fera le bonheur des gens malgré eux, mais on ne peut pas, en tant que gouvernement responsable, laisser quelqu'un qui est au flanc d'une colline, qui a une maison qui est construite sans fondation, sur la terre végétale. On sait très bien que s'il y a une bonne pluie, la maison va glisser. Non seulement lui qui est là-bas, il va glisser, il va certainement mourir, mais il va... Ce qu'on a vu à Moussikro, c'était ça. Ceux qui étaient en bas ont été ensevelis sous des tonnes de boue. Donc ça, il faut qu'on l'évite. D'accord. Madame le ministre, vous avez parlé tout à l'heure de la collaboration des communes qui ont certainement une responsabilité à prendre dans cette opération. Comment est-ce que vous pouvez peser sur ces communes-là pour tirer le maximum de ces différentes opérations de déguerpissement, de prise en compte des populations, par exemple? Je ne parlerai pas de peser. Bon, je ne parlerai pas de peser. Je l'ai dit tout à l'heure, le Premier ministre Patrick Achi a mis en place un comité avec les collectivités, le district. Et c'est de commun accord que nous sommes tous retrouvés autour de cette table-là pour parler du bien-être des Ivoiriens. Donc les collectivités feront les pas, le gouvernement fera sa part. Tout ce que le gouvernement demande aux collectivités, c'est de mettre à disposition des sites provisoires pour permettre aux ménages qui ne savent pas où aller de pouvoir avoir un gîte pour dormir, et le ministère viendra avec tout le nécessaire pour ces ménages-là. Alors, je vous invite... Je vais quand même compléter ce que a dit ma collègue. Hein. Nous avons travaillé en parfaite collaboration avec les mairies. Toutes les réunions préparatoires, les mairies, à travers leur direction technique, en tout cas du Grand Abidjan, ont participé à toutes les réunions préparatoires, ont participé à l'identification des zones à risque avec nous, ont participé à la sensibilisation. D'ailleurs, même, je sais qu'en tout cas, les communes du Grand Abidjan, chaque année, font elles-mêmes la sensibilisation. Et il y a des endroits, et ça c'est vraiment le mérite des mairies,
Moi, je prends certains quartiers, certaines zones à risque, où, au moment où nous sommes arrivés, les gens étaient déjà partis. Parce que la chefferie locale, parce que la mairie était venue, avait sensibilisé à travers les responsables. Il y a eu de l'anticipation. Il y a eu de l'anticipation. Dans le cadre de notre opération de sensibilisation, la mairie a fait un travail, certaines mairies ont fait un travail extraordinaire, à tel point que quand nous sommes arrivés avec les machines, les gens avaient déjà quitté ces zones-là avec leurs affaires. D'accord. Je vous invite maintenant à aller à Djamé, à découvrir un quartier qu'on appelle le quartier Zo, dans les alentours de Paillé, quartier Zo, oui. Pour écouter des témoignages qui sont assez édifiants par rapport au débat que nous menons. Dans ces temps, on nous a dit qu'on n'a qu'à quitter le quartier, que la pluie de cette année, ça va faire des dégâts. Mais depuis il y a 9 ans dans ce quartier, il n'y a jamais eu de dégâts de pluie. On est là tranquille. Je n'ai pas peur. On est exposé au danger, mais on fait comment? On n'a pas les moyens. Ici, franchement, à Abidjan, la location des maisons, c'est très cher. On était là depuis le 8 du mois passé. Ils sont venus donner des papiers qu'on a parti. Nous, on veut savoir réellement, on a parti quand. Alors, ces propos sont un véritable cas d'école. Hein. Ces images ont été tournées le 21 juin dernier. Cela fait 2 semaines à peu près. À ce jour, ce quartier n'est toujours pas déguerpi. C'est une zone à risque. Pourquoi? Il n'y a pas de raison spéciale. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous sommes dans une zone, dans une optique d'éviter vraiment des morts. Donc, on a défini des périmètres. Vous avez vu que j'ai vu le marquage là. ZR, ça veut dire zone à risque. Oui. Donc, ce marquage est fait par nous. Maintenant, on va, en termes d'urgence, on va là où vraiment le danger est immédiat. Si on n'y est pas encore allé, c'est peut-être parce qu'on estime qu'aujourd'hui, tous les experts autour de la table reconnaissent que s'il y a une pluie, ce n'est pas là-bas qu'il va y avoir les premiers morts. C'est une zone à risque, elle est là-bas depuis 9 ans. Oui. Et depuis 9 ans, les machines ignorent cette zone. Non, elles ignorent cette zone. Vous voyez que les constructions sont en bois. C'est ce qu'on dit toujours. Hein. Vous allez, si on ne surveille pas, quand vous démolissez, 2-3 mois après, ils reviennent. Il y a même des quartiers à Abidjan, je vous le dis maintenant, où les gens eux-mêmes, ils habitent là. Quand la saison de pluie arrive, ils prennent les affaires, ils déménagent. Après la saison de pluie, ils reviennent. Est-ce que c'est conseillé? Ce n'est pas conseillé, mais je veux dire que les gens sont conscients de cela. Mais le quartier que je vois ici, moi je vous dis, du côté de Paillé, justement, oui. C'est un site d'un de nos ouvrages où on a indemnisé les gens, ils doivent partir. Mais vu le nombre de personnes, on est en train de négocier aujourd'hui avec ces populations pour leur faire comprendre qu'il faut qu'elles partent. Mais il va arriver un moment où on va faire usage de la force. Alors, je disais que c'était un cas d'école parce que la deuxième intervenante dit avoir reçu effectivement la sommation, oui. Mais elle ne sait pas quand il faut partir. Est-ce que quand vous sommez de partir, il y a un calendrier qui... La mise en demeure dit exactement la date à laquelle vous devez partir au plus tard. Ensuite, dans la campagne de communication de proximité, on passe à travers les leaders communautaires, les leaders religieux. Chacun, on lui parle dans sa langue. Donc, vous savez... Même là, elle est passée à la télévision. Si vous allez demain pour déguerpir, elle va te dire qu'on vient de m'informer à l'instant. Donc, vraiment, je voudrais que les populations comprennent qu'on n'a aucun intérêt à déguerpir des gens sans raison. Si nous le faisons, c'est parce qu'il y a une bonne raison. D'abord, il n'est pas normal que dans un pays, les gens s'installent de façon illégale sur des espaces, et des espaces qui sont dangereux pour leur propre vie. Ce n'est pas normal. Et progressivement, nous allons appliquer la loi. La loi interdit cela. C'est pour ça que nous voulons communiquer, parce que pour que nul n'en ignore, on va communiquer abondamment. Et le moment venu, pour que personne ne dise « oui, ben, je n'étais pas au courant ». Les gens ont été informés plusieurs mois à l'avance. On nous a dit ben, « si vous envoyez seulement des papiers écrits, tout le monde ne sait pas lire ». On a dit « pas de problème ». On a trouvé des leaders communautaires. On a parlé aux gens à la radio, dans les langues nationales. Quelqu'un me faisait la remarque, me dit, mais est-ce que tu écoutes les langues nationales à la radio? Il dit non. Il dit, moi je entends, Bouaké Fofana, Bouaké Fofana. C'est parce qu'on a traduit ce message-là dans toutes les langues nationales et même des langues sous-régionales. C'est fait en moré, c'est fait dans d'autres langues. Donc, personne ne peut dire aujourd'hui qu'il vit dans une zone à risque et qu'il n'a pas été informé qu'on allait déguerpir. Par contre, nous avons réduit le périmètre pour des raisons d'ordre pratique en nous disant, bon, il ne faudrait pas non plus qu'on déguerpisse tout le monde. Et puis, 2-3 mois après, on n'a rien fait sur le site déguerpi.
c'est la meilleure façon pour encourager la réinstallation. Nous avons déguerpi les zones que nous pouvons aménager assez rapidement. Est-ce que la pauvreté peut être évoquée comme raison, comme on le voit souvent, pour rester dans ces zones-là? Ah non, la pauvreté ne peut pas être évoquée pour rester dans ces zones. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit mourir. Parce que tout en habitant dans ces zones-là, nous sommes conscients du risque que nous encourons. Et généralement, ce sont des ménages. Ce n'est pas une seule personne, parce que les sinistres dans ces zones-là, c'est toujours des familles qui partent. On n'a jamais eu un mort, c'est toujours 2, 3, 4 morts. Donc la pauvreté peut pas être l'issue toute trouvée pour vivre dans ces endroits. Ce que je veux dire, monsieur... Elle va terminer, je crois. Oui. Oui, allez-y. Et j'ajouterais que quand vous arrivez dans ces zones, nous sommes allés à Mosikro, mais nous avons regardé l'endroit. C'est vrai que ce sont des maisons de fortune, mais pour la plupart, ils travaillaient. La dame te dit, non, moi je t'allais au travail et on m'a appelé pour me dire, ah si, l'autre te dira, donc quelque part, ce n'est pas la pauvreté. Et ce n'est pas toujours des gens qui ont des profils de pauvres. C'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas toujours des personnes qui ont des profils de pauvres qui sont dans ces zones. Que ce soit à Mosikro, que ce soit à Ngorankwa où nous étions, que ce soit à Saint-Lois, ce n'est pas toujours des pauvres. Ce ne sont pas toujours des personnes qui ont des profils de pauvres qui sont à ces endroits-là. Donc on ne peut pas rester dans ces endroits-là en mettant sa vie en danger sous le couvercle de la pauvreté. Oui, mais ce que je voudrais relever, c'est qu'il y a aussi ce phénomène des marchands de sommeil dans une ville comme Abidjan, où effectivement il y a un vrai problème de logement. Il y a beaucoup de marchands de sommeil. Vous voyez, les gens qui nous déguerpissent, même dans les bâtis précaires, quelquefois, c'est des bâtis qui sont loués par ceux qui ont construit ces bâtis et qui prennent des loyers tous les mois, n'habitent pas là. Ils sont ailleurs. Oui, beaucoup d'entre eux payent des loyers à quelqu'un. Même les bâtis les plus précaires que vous voyez, quelqu'un a profité d'une situation, c'est des marchands de sommeil, ils vont construire des baraques et ils les louent. Et quelquefois, à des prix qui ne sont pas... Monsieur le ministre, il y a eu tout de même des situations de déguerpissement réussies, notamment sur le flanc maritime au niveau de Port-Boué. Oui. Est-ce que cet exemple ne gagnerait pas à être dupliqué? Parce qu'il y avait une forte concentration de population là-bas qui vivait dans des conditions vraiment très insalubres. Oui. L'État a réussi à les déguerpir. Absolument. Alors pourquoi ne pas le faire ailleurs? Ben, ça va, c'est en route, hein, monsieur Koné. Nous allons, je dis, on a communiqué abondamment. On a communiqué suffisamment. Le moment va arriver où nous allons, on aura recours à la force. Ce qui s'est passé sur le front maritime, ça n'a pas été facile. Hein. Il y a eu le recours à la force. Mais vous y êtes arrivé? Oui, on est arrivé. Mais on peut le faire aussi dans les quartiers, dans les zones à risque. C'est ce que nous avons entrepris, justement. Ça va forcément... les gens ne vont pas nous embrasser parce qu'on les fait partir, mais on va y arriver. Parce que nous avons cette responsabilité. Et ce genre de choses sont des exemples. Parce que même les Abidjanais se disent, voilà, on ne savait pas qu'Abidjan était aussi joli. Quand vous partez aujourd'hui à Bassam, vous voyez tout le... Le paysage est beau. Le paysage est beau. Sur le boulevard de Marseille, nous allons aussi y arriver. On a fait une belle avenue sur le boulevard de Marseille. Bon, il faut bien que du boulevard de Marseille, on puisse voir également la lagune. Donc, dans les zones à risque, ça va arriver. Tout le monde demande et le gouvernement va y aller. Alors, on a parlé du calendrier. Bingerville, Ngorankwa, vous connaissez? Oui. Vous y êtes rendu le 21 juin dernier. Oui. Est-ce que cette zone-là, elle était identifiée comme zone à risque? Donc, non. Je peux vous dire franchement, non. Alors, ça veut dire qu'il y a des zones qui sont cachées? Ben oui. Enfin, Ngorankwa, quand je suis allé, d'abord, ce n'est pas un village. C'est un campement dépendant d'un village. Voyez-vous? Là où nous sommes allés, ce n'est pas Ngorankwa même. C'est un campement, qui dépend d'un village, je crois, de Bingerville. Mais quand vous regardez le site, même si vous avez un problème là-bas, ben, un pompier ne peut pas y arriver. Personne ne peut y arriver. Nous,
Voyez-vous, j'ai même vu une maison en dur là-bas, dont les fondations ont commencé à être déchaussées. Ce n'est pas une zone vraiment habitable. Bon, les gens vont habiter là-bas. Et comme je dis, ce n'est pas des gens qui ont des profils de pauvres. Ce n'est pas que ce monsieur qui habite là-bas avec sa famille, ce n'est pas qu'il n'a pas les moyens d'habiter dans le village même. C'est pour cela qu'il faut qu'on ait... L'État va commencer peut-être même à faire de la surveillance, peut-être par drone. Si quelqu'un habite quelque part où il ne doit pas être là, il faut le retirer de la zone. Il faut le retirer de la zone. Alors, nous allons maintenant suivre ce micro-trottoir sur la vie de la population, sur l'indiscipline de bien de concitoyens. Les personnes interrogées ne s'arrêtent pas au constat, elles font des propositions de solutions pour l'avenir. Très bien. Quand les caniveaux sont bouchés, ce n'est pas une seule personne que cela vient pour faire du mal, mais ça fait du mal à toute la population. Les maisons peuvent être inondées, les murs se croulent, il y a des dégâts matériels. Et tout ceci, ça peut engendrer parfois même la mort. Donc pour éviter tout cela, la première des choses, la sensibilisation. Après la sensibilisation, c'est là qu'il faut sévir. Les différentes sanctions, c'est-à-dire d'abord mettre des personnes comme une brigade de salubrité qui va veiller à ce que les gens ne puissent pas déverser tous les déchets dans les caniveaux. S'il n'y a pas de changement, comme je l'ai dit, la brigade de salubrité sera obligée de sanctionner. Si on attrape une femme qui est en train de mettre des saletés dans un caniveau, si on la fait payer 5 000 francs, prochainement, elle va donner à l'autre pour dire que ce que j'ai fait hier, là, voici ce que j'ai reçu comme sanction. Donc, à partir d'aujourd'hui, ma soeur, si tu as fait, toi aussi tu vas payer. Donc, nous connaissons que quand l'argent sort, ça fait mal. Donc, c'est là qu'il faut taper fort. Moi, je pense qu'il faut vraiment sanctionner les incivistes là. Parce que c'est l'incivisme qui fait que les caniveaux sont tout embouchés. L'État fait des efforts, il construit des caniveaux un peu partout. Mais l'incivisme fait que chacun sort avec son panier, déverse et puis il s'en va. Il ne se soucie même pas, pourvu qu'il se débarrasse. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez que tous les caniveaux sont bouchés, presque tout, partout à Abidjan. Alors donc moi je pense qu'il faut qu'on prenne des sanctions contre ces gens-là. Si on les attrape, bien sûr. On est nous-mêmes responsables d'abord, avant que le gouvernement nous vienne en aide. Donc il faut que nous-mêmes nous prenions la responsabilité de sensibiliser autour de nous. Nous ne devons pas verser des saletés dans des caniveaux, puisque c'est au détriment de notre propre santé. On doit les amender pour que le gouvernement puisse travailler aussi. Parce que c'est parce que tu ne participes pas que tu verses. Alors, si on t'amende pour travailler, demain tu vas prendre la responsabilité. Si je dépose ici, ils vont m'amender. À la maison, quand les gens finissent de manger, normalement on doit nettoyer dans les assiettes avant de laver. Mais si on prend toute la nourriture avec les ordures dedans pour aller jeter dans les caniveaux, c'est tout ça qui provoque les caniveaux qui se bouchent. Donc l'État aussi doit mettre des moyens, c'est-à-dire placer des poubelles un peu partout. Si l'État finit de placer les poubelles un peu partout, quand on voit que la population aussi ne jette pas les ordures dedans, l'État aussi doit mettre des sanctions. C'est-à-dire si on voit les ordures un peu partout, quand on voit une personne en train de faire ça, la personne doit payer une amende. Souvent même là, tu finis de manger la nourriture, tu as envie de jeter dans une poubelle, mais tu ne gagnes pas, tu es obligé de mettre dans la rue. Et puis c'est ce qui fait aussi que les caniveaux aussi sont bouchés, la pluie est là, ça fatigue, quand c'est comme ça, c'est compliqué. Parce que tu ne vas pas avoir une poubelle comme ça qui est alignée, et puis tu as un sachet dans la main, ça va te donner le courage de mettre ça à terre. C'est que toi-même tu es sale. Nos caniveaux sont vraiment bouchés. La population ne respecte pas les mesures d'assainissement. Cela fait que les caniveaux sont devenus des poubelles. Et à cet effet, lorsqu'il pleut, les caniveaux sont bouchés. Et l'endroit où l'eau devait passer normalement, ces endroits-là sont bouchés. L'eau cherchant toujours des voies pour pouvoir passer, est obligée de se créer d'autres chemins. Monsieur le ministre, dans bien de quartiers, les caniveaux n'existent que sur les plans, car bouchés par les riverains. Comment rattraper ce fait? Bon, ça, je crois que les personnes qu'on a vues là vraiment ont mis le doigt sur la plaie. Notre incivisme est une des raisons également des inondations. Notre incivisme, parce que, vous savez, nous avons des opérations. On prend le cas du Grand Abidjan.
nous produisons entre 4 000 et 4 500 tonnes de déchets par jour, d'ordures ménagères. C'est 20 camions de 20 tonnes chaque jour que nous produisons à Abidjan. S'il n'y a pas un peu de discipline, ce n'est pas gérable. Voyez-vous, il y a quelques propositions qui sont faites, mais il faut qu'on arrive effectivement à la sanction. Nous avons adopté un texte au gouvernement, qui est le Code de l'hygiène et de la salubrité, qui a été présenté par mon collègue de la Santé et moi-même. Ce code a été adopté par le gouvernement. Il va passer devant le Parlement. Une fois qu'il sera voté par le Parlement, 6 mois après, il va entrer en vigueur. Parce que je pense effectivement que nous sommes arrivés au point où il faut commencer à prendre des sanctions. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile parce que moi, à Abidjan, ce que je fais le soir, certains week-ends, bon, je suis de plus en plus connu maintenant, malheureusement. Sinon, quand je ne me connaissais pas, je me promenais pour aller voir comment... vous voyez des bacs à ordures. Une dame a dit qu'il n'y a pas de poubelle. Mais je peux vous montrer des images où le bac est là, les ordures sont à côté, sont par terre. Et ces opérateurs-là, ça nous coûte beaucoup d'argent. Nous sommes en train de réfléchir comment réduire le coût de ces opérations, peut-être. Il y a des pays où le camion qui ramasse les ordures ne passe pas tous les jours. Si nous arrivions, par exemple, à Abidjan, à faire passer le camion d'ordures tous les 2 jours, ça permettrait de réduire le coût de cette opération. Ça serait des ressources pour d'autres usages. Donc, ce code-là, nous allons, une fois qu'il va entrer en vigueur, il prévoit des sanctions, même quelquefois des peines de prison. Je pense que j'espère que d'ici la fin de l'année 2022, ce code passera devant le Parlement pour que nous puissions l'appliquer. À côté de cela, nous allons également prendre un texte, un code de l'assainissement. Parce que ces lois existent aujourd'hui. Par exemple, on voit beaucoup d'Ivoiriens qui construisent une maison, ne creusent pas de fosses septiques, rejettent leurs eaux usées dans les caniveaux. Ça, c'est interdit par la loi aujourd'hui. Mais nous allons repréciser tout ça dans le code de l'assainissement, communiquer sur ce code, et à partir de là, on va prendre des sanctions. Vous étiez récemment à Bouaké, d'ailleurs, oui, pour l'opération... À Yamoussoukro. À Yamoussoukro, pour l'opération... J'étais à Bouaké avant, mais... Voilà, Yamoussoukro... Alors, ce que je vais dire aux populations, c'est que ce code de la salubrité, une fois qu'il va entrer en vigueur, nous sommes en train de créer des comités de salubrité dans toutes les villes, dans les sous-préfectures, partout. Ces comités de salubrité vont avoir des mandats de nous. On va avoir des agents assermentés, des membres de comité assermentés, qui pourront infliger des amendes dans leur entourage. C'est pas seulement, on ne va pas avoir un policier derrière chaque personne. Nous avons déjà une brigade d'assainissement et de salubrité, au sein de laquelle on a quelques membres des forces de l'ordre qui travaillent essentiellement aujourd'hui sur Abidjan. Nous allons les déployer à l'intérieur du pays également. Et nous allons avoir surtout des agents assermentés, puisque même nos syndicats le demandent. C'est une des revendications des syndicats de la salubrité. Ils souhaitent qu'on puisse avoir des agents assermentés qui vont prolonger le travail de sensibilisation d'abord, mais également le travail de répression. D'accord. Madame Belmondo Dogo, la lutte contre la pauvreté, c'est aussi la lutte contre l'insalubrité. Quelles sont les actions que vous menez pour que la discipline soit observée dans nos quartiers? Pour parler des disciplines, je dirais, prenons l'exemple dans nos villages. Dans nos villages, pour les villages que j'ai eu à visiter, ce sont des villages qui sont très propres. À croire que lorsqu'on arrive en ville, on perd les bonnes habitudes que nous avons apprises au village et nous nous laissons aller par l'insalubrité. Et je ne suis pas d'avis lorsqu'on dit que l'insalubrité rime avec la pauvreté. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire, le taux de pauvreté se retrouve en zone rurale. En zone rurale, les parents ne vivent pas dans l'insalubrité, c'est plutôt en ville. L'insalubrité, c'est à Abidjan, c'est dans les grandes villes. Et donc la sensibilisation se fait, mais je dirais que je ne partirai pas de la base
de la population. Parce que quand vous êtes en pleine circulation et que vous retrouvez, vous voyez un gobelet jeté ou un paquet jeté d'un véhicule, ce n'est pas le pauvre qui le fait. C'est le citoyen. C'est le citoyen qui le fait. Donc, pour parler de salubrité, moi, je parlerai du citoyen, je parlerai de l'Ivoirien. Et lorsque le président de la République parlait de l'Ivoirien nouveau, mais dans son programme de l'Ivoirien nouveau, cela fait partie. Le changement de mentalité, le changement comportemental, le respect de la chose publique. Aujourd'hui, c'est le constat que nous faisons est que, en plus des ordures qui sont dans les rues, les gens retirent maintenant les plaques d'égout à d'autres fins. Ils retirent les plaques d'égout à d'autres fins. Donc, il faut que l'Ivoirien arrive au respect de la chose publique parce que c'est notre bien à tous. Aujourd'hui, Abidjan court sous le poids des déchets. On l'a vu tout à l'heure suite aux pluies parce que ce qui est caché derrière les maisons, ce qui est caché dans la broussaille, l'eau a tout fait sortir et ça a bouché les conduits d'eau. Alors, il revient à chacun. De cette même manière que nous arrivions à nettoyer notre maison, il faut balayer aussi la devanture des maisons. Et les maires, je pense que le gouvernement, en collaboration avec les mairies et le ministère de l'assainissement le fait déjà si bien, mais ça doit être l'affaire de tout le monde. Pour que Abidjan respire, la propriété doit être l'affaire de tout le monde et non l'affaire des personnes vulnérables, parce que le vulnérable n'est pas sale. D'accord. Et on l'a vu, aujourd'hui, il y a moins de déchets quand même dans les rues avec les opérateurs qu'on voit sillonner les rues d'Abidjan, seulement qu'il faut changer de comportement. Absolument. Il faut moraliser davantage les foyers, les ménages. C'est extrêmement important. Il faut qu'on facilite la tâche, même à ces personnes-là qui sont chargées de la salubrité. Parce que, voyez-vous, il y a des pays où il y a une seule personne sur le camion de ramassage d'ordures. C'est lui qui conduit et c'est lui qui ramasse. Mais si on jette les ordures par terre, comment il ramasse? Alors, une question, Madame Dogo, qui prend en charge les dégâts causés par les inondations? Apparemment, les assureurs s'en sont lavé les mains. Lorsque les dégâts surviennent, est-ce que c'est assuré? Est-ce que quand vous dites assuré, assurance vie, assurance maison, vous parlez du gouvernement? Oui, parce que les assureurs ne reconnaissent pas ces dégâts naturels-là. Ils ne reconnaissent pas les dégâts naturels. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut faire voilà, pour que ça soit intégré, justement, dans leurs prestations? Pas que les assureurs ne reconnaissent pas. Je ne pense pas qu'on le dise, parce que si tu pars faire ton assurance, c'est ce que tu mets dans ton assurance qui est pris en charge. Absolument. Souvent, ils parlent de catastrophes naturelles. Non, c'est vrai, je ne suis pas un assureur de métier, mais ce qu'elle dit, c'est vrai. Est-ce que les gens qui ont ces maisons, d'abord, ont une assurance habitation, multirisque habitation? Si vous avez une assurance multirisque habitation, le contrat va prévoir les exclusions. Si vous êtes dans une zone qui est inondable, c'est pour ça qu'on dit à nos compatriotes qui achètent des terrains, où que soit le terrain, lui veut juste avoir un terrain. Il sait que c'est une zone inondable, il va acheter le terrain, il va construire une maison là-bas. Mais aucun assureur ne voudra assurer cette maison contre les dégâts des eaux, parce que la zone elle-même est une zone inondable. Donc l'assureur, si vous allez voir un assureur aujourd'hui pour prendre une assurance multirisque habitation, il va aller voir votre maison, il va voir où c'est construit. Si c'est une zone inondable, soit il vous dit, je retire la garantie dégâts des eaux, ou si je la mets, je vous fixe un prix tel que... Alors, parlant toujours de ces dégâts, il y a M. Obrou qui nous a interpellés, qui parle de décentralisation, que c'est l'occasion de parler davantage de décentralisation parce qu'il y a une sorte de congestion au niveau d'Abidjan. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, d'accord. Décentraliser, décongestionner Abidjan. Absolument, voilà. Bon, de toutes les façons, le gouvernement, je crois qu'on a suivi cette ligne-là, puisque la capitale a été transférée à Yamoussoukro. Le transfert effectif prend du temps, mais je pense que ça va finir par arriver un jour. Mais ça ne réglera pas le problème. Si on ne change pas les Ivoiriens, si vous les prenez à Yamoussoukro, s'ils répètent les erreurs qu'on a faites à Abidjan, dans 10 ans, dans 20 ans, Yamoussoukro sera comme Abidjan. C'est pour ça que le changement de mentalité est vraiment important. Quand le chef de l'État parle d'Ivoirien nouveau, c'est cela. L'Ivoirien qui sait que
quand je jette une ordure ici, c'est un risque pour mon concitoyen qui est en aval. Moi, je vous prends un exemple simple. L'Ivoirien, je ne sais pas, on est vraiment quelquefois indiscipliné. Il pleut à Abidjan. Moi, quelquefois, quand il pleut, je sors avec mes collègues, on se parle, et je vais dans un quartier qui est généralement où la chaussée est inondée. 9 kilos, carrefour de 9 kilos. La chaussée est inondée, je ne vois plus la route. Je viens avec mon gendarme, je lui dis, bon, écoutez, il faut fermer à la circulation. Pendant qu'on est en train de fermer, un monsieur arrive dans une 4x4. Bon, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui, en tout cas, qui a l'air d'avoir des moyens. Il vient, il dit, mais j'habite à côté là. On dit, non, mais comme la chaussée est inondée, on ne peut pas vous laisser passer là-bas. Mais il s'est fâché. Pourquoi on l'empêche de passer? D'accord. La discipline, là, c'est quelque chose d'important. Le changement de mentalité, c'est extrêmement important. On peut avoir 3 capitales, on peut vider Abidjan, la moitié de ses habitants, les amener ailleurs. Ben, si on n'a pas changé dans la tête, 3 mois après, ça sera la... D'accord, nous sommes pratiquement au thème de cette émission. On va parler un peu, très rapidement, de l'intérieur du pays. Il y a des zones à risque aussi. Oui. La pluie a fortement éprouvé la ville d'Abidjan, le district d'Abidjan. Elle va progresser certainement à l'intérieur du pays. Qu'est-ce qui est prévu à ce sujet? Ben, on a le même dispositif, sauf qu'on n'a pas de ville de l'intérieur où les risques sont à la dimension de ce qu'on a à Abidjan. On a eu quelques soucis à San Pedro, mais c'est pas du tout les enjeux ne sont pas ceux d'Abidjan. Donc nous avons la direction territoriale, c'est surveillé également. Comme elle disait, on a eu dans la zone nord du pays beaucoup de tornades cette année. Des maisons ont été décoiffées, des écoles et tout cela. Mais les grosses pluies qu'on a, fort heureusement, parce que peut-être que là-bas, on a beaucoup plus de végétation. Parce que une des sources des inondations, c'est tous les espaces qu'on a dénudés. Vous regardez Abidjan à vol d'oiseau, vous regardez, il y a des hectares et des hectares qui ont été dénudés. Et ça, c'est aussi une source d'inondation. On va terminer. Question collective. Est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous pour... Ça a été fait cette année, mais malheureusement, le sort en a décidé autrement, pour 0 mort l'année prochaine, en 2023, en saison des pluies? Ben, moi, je pense que c'est mon souhait. Mais on ne pourra pas le réussir, ce pari, sans la collaboration des Ivoiriens. Vous savez, vous pouvez tout faire, sauf empêcher quelqu'un d'aller au suicide, à moins de le surveiller 24 heures sur 24. Donc, ce qu'on dit, nous, on fait beaucoup de sensibilisation. On va continuer, on ne va plus s'arrêter. Beaucoup de sensibilisation, l'usage de la force, la répression, va nous permettre de réduire la mort. Je prends un exemple simple. Toutes les morts qu'on a dit ici ne sont pas forcément des morts liées à une inondation. Il y a eu des pluies où il n'y a pas eu d'inondation, il y a quand même eu des morts. C'est aussi l'appréciation, conscientiser les Ivoiriens qui prennent conscience du risque. Il y a 2 jeunes filles qui sont décédées, nous sommes partis, elle et moi, voir la famille. Il n'y a pas eu d'inondation. Sauf qu'elles ont décidé ce jour-là, parce qu'elles n'ont pas conscience du danger, de passer par un raccourci où il y a un talweg. Ça coïncidait avec une arrivée d'eau, ça les a emportés. D'accord. Madame le ministre, quel est l'espoir que vous pouvez communiquer donc à la population au thème de cette émission? C'est l'espoir du président de la République qu'il n'y ait plus de morts suite aux inondations en Côte d'Ivoire. Et cela passe par la sensibilisation tout en demandant aux populations de quitter ces zones à risque parce que le président les préfère en vie que de les voir morts. Merci. Saison des pluies, quelle action a mené pour libérer les zones à risque? C'est autour de ce thème que s'est articulée cette émission spéciale avec pour invité Miss Belmondo Dogo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, et Bouaké Fofana, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Merci à toute l'équipe de conception dirigée par Lancine Ekoné, directeur des magazines d'information, à la rédaction des débats conduite par Delphine Blas et à l'équipe de production et de réalisation avec Awa Savadogo Touré. À vous téléspectateurs, nous vous souhaitons des jours paisibles et heureux, tout en restant sur la chaîne qui rassemble.